Bonsoir à tous et merci de votre attention. Encore en bonne place ce soir dans notre édition AFIS. Clap de fin pour la saison 2 dans notre capitale. Les échanges ont pris fin. Les derniers panels bouclés, nous serons notamment sur l'expérience nigériane et comment le Nigeria s'appuie sur les institutions financières locales pour relever son économie. Un panel suivi par le chef de l'État qui a pris part aux échanges. Décentralisation, nous parlerons aussi ce soir d'une aide financière accordée aux communes des plateaux central et Kara. La convention vient d'être signée. Nous en parlons donc ce soir dans cette édition également. Et puis, c'est maintenant seulement dans quelques jours, dans moins d'une semaine plus exactement, la Foire Togo 2000 s'apprête à ouvrir ses stands aux opérateurs économiques et aux visiteurs. Dans cette édition, nous ferons le point sur les derniers préparatifs. Ce sera avec le directeur général du CTF, Alexandre de Souza, l'invité de 20h ce soir. Et voilà, mesdames, messieurs, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Et nous commençons bien sûr donc par AFIS qui a pris fin ce soir. Nos reporters sont en studio, dans cabine de préparation des reportages. Mais nous notons donc ce fait majeur dans cette deuxième édition de AFIS Salomé, le partenariat entre le groupe Ecobank et African Guarantee Fund. Les deux géants ont signé un accord. En quoi consiste cet accord et pourquoi faire? Voici les explications de Abidi Niassiri. 200 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA, pour accompagner et aider les petites et moyennes entreprises de l'Afrique. Le groupe Ecobank et African Guarantee Fund, deux institutions panafricaines qui réaffirment leur engagement pour le financement des PME. Un partenariat renouvelé de 5 ans pour stimuler la croissance économique et soutenir ces entreprises, surtout celles détenues par les femmes, à renouer avec leur secteur d'activité après la pandémie au Covid-19. Initialement, on a signé en 2013 le même partenariat, c'est 7 pays. On est passé de 7 pays à 14, de 14 pays à 27. Donc c'est pour couvrir l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Lorsque les PME veulent avoir accès au financement, il y a une contrainte qu'elles n'arrivent pas à remplir, le collatéral. Et généralement, il s'agit des titres fonciers. Et à travers ce type de partenariat, on essaye d'enlever ce type de contrainte-là, donner la possibilité à ces PME d'accéder au financement bien qu'elles n'aient pas en place ce collatéral qui est exigé par les banques. Les PME représentent le moteur de croissance, mais elles peinent à accéder au crédit bancaire. Cette initiative vieille d'il y a 10 ans cible 27 pays africains et prévoit des garde-fous pour ramener les PME à innover et contribuer à la création d'emplois sans danger. When we do our credit assessments, we have to make sure that nous procédons à une certaine évaluation des risques de nos clients et nous faisons en sorte que les prêts que nous allouons soient alloués de manière responsable. Généralement, nous n'allouons pas des fonds qui vont au-delà de la capacité du client à rembourser. Et nous procédons à l'évaluation de la performance de l'entreprise concernée afin de pouvoir prendre des décisions très avisées. Certainement, nous couvrons 75% de risques. Voilà ce que nous faisons. Et nous serons là, à leur côté, pour le meilleur et pour le pire, et essayer de faire en sorte qu'ils puissent rembourser les prêts qui leur seront alloués. Il y aura également le volet assistance technique, la formation de notre personnel, la formation également des entrepreneurs. Et l'idée, c'est de pouvoir marquer la différence sur ce continent. and I think will make a big difference on the continent. Si les primes de risque constituent un frein aux emprunts, l'African Guarantee Fund rassure. L'institution financière compte jouer un rôle central dans l'atténuation du risque de crédit associé aux prêts des PME en instaurant un environnement propice. Le but, amener les institutions à soutenir ces entreprises sans compromettre leur profit de risque. R2, donc, disions-nous sur AFIS saison 2, on en vient maintenant aux réactions. Avec quel sentiment les délégués repartent de l'hôtel de février? Eh bien, Clarisse Atikle a tendu son micro. Voici donc les propos recueillis sur place.
L'Africa Financial Industry Summit AFIS 2023, en dehors des cadres formels de discussion et d'échange entre acteurs de la finance, c'est aussi un espace de visibilité des institutions financières. Banques, assurances, fintech ont dressé des stands où s'engagent des conversations et des rencontres B2B. Au terme des 2 jours de la rencontre, c'est du satisfecit général. Cette édition d'AFIS démontre encore une fois que le Togo est une place financière importante et de référence qui rassemble plus de 800 participants venant de différents pays. L'industrie financière a une fois encore répondu présent à cet événement international que le Togo a accueilli. Donc nous sommes très satisfaits des banques, des investisseurs, le secteur privé qui sont là pour échanger sur des sujets qui sont cruciaux et puis permettre de trouver des pistes de solutions à différents défis que rencontrent les différentes parties prenantes. Au nombre des structures d'empreinte technologique, le groupe Huawei, pour qui l'AFIS est une véritable opportunité. C'était 2 journées très chargées, donc nous avons eu beaucoup d'interactions. Nous avons reçu pas mal de clients, pas mal de banques, de gouvernements et autres institutions. Donc les échanges étaient très riches et nous nous félicitons de notre participation à cet événement-là. J'encourage aussi ce type d'événement qui permet en fait aux différents acteurs de l'écosystème bancaire de se réunir et d'échanger pour faire évoluer l'industrie bancaire. Depuis son démarrage en 2021, l'AFIS est portée par Jeune Afrique Média. L'agence est reconnaissante vis-à-vis du Togo pour avoir accepté d'abriter les 2 éditions successives avec succès. Vu les gens qu'on a eus à cette conférence-là, les objectifs sont vraiment atteints et on attend impatiemment de savoir l'édition prochaine, les thèmes et l'allocation. D'année en année, c'est un événement qui croît, qui se définit un peu plus dans la dynamique de l'Afrique qui investit en Afrique. On a eu une superbe délégation du Nigeria. On a eu une conversation avec le patron de Access Bank, Herbert Wigwe, qui lui dit qu'il veut investir en Afrique, qui va venir mettre de l'argent du Nigeria au Togo, au Bénin, au Burkina, et que c'est vraiment le moment pour que l'Afrique se retourne et voit que finalement, elle a des ressources, elle a des opportunités. L'Africa Financial Industry Summit AFIS 2023 a été marqué par une quarantaine de panels et conversations avec les grands noms de la finance en Afrique. Elle a connu la présence effective du chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé. Et voilà donc les réactions recueillies par Clarisse Aticlé, nous le disions, AFIS 2023. Les travaux ont pris fin ce soir. Nos reporters sont en cabine de montage. Nous reviendrons sur d'autres aspects dans le courant de cette édition. Autre lieu, autre conférence. Direction maintenant Accra au Ghana pour la conférence sur les réparations de l'histoire sombre de l'Afrique. L'objectif ici, c'est de construire un front uni pour faire avancer la cause de la justice, le paiement des réparations aux Africains. Et à ce rendez-vous, le chef de l'État a été représenté par le Premier ministre Victoire Tomenga Dobé et qui a délivré un important message du président de la République. Le compte rendu, Ulrich Amiga. Des chefs d'État et de gouvernement unissent leur voix à Accra à celle des universitaires, techniciens du droit et de la culture, de la diaspora et des organisations de la société civile pour faire appel à la réparation de l'Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité qui porte un lourd héritage, un passé sombre chargé des affres de l'esclavage, du colonialisme, de l'apartheid et de l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. La vision des dirigeants africains portée par l'Union africaine à travers Open Society Foundation est de soigner les plaies d'une Afrique déchirée par l'injustice, réécrire et réparer l'histoire du continent. La rencontre est ponctuée essentiellement de déclarations faites par les dirigeants de l'Union africaine, des chefs de gouvernement et des chefs d'État, chacun portant haut la voix de son pays. La vérité est retracée, l'Afrique est victime d'injustice. Il faut que les coupables le reconnaissent. Les aspirations du peuple africain dans le contexte des réparations dépassent la simple restitution financière. Les réparations pour le continent africain incarnent le désir d'une réparation complète des torts.
C'est un appel à la restauration de la dignité, à la reconnaissance du patrimoine culturel et à l'autonomisation d'un peuple dont le parcours a été marqué à la fois par la lutte et la résilience. Au-delà de la compensation monétaire, les réparations cherchent à favoriser un sentiment d'identité, de fierté et de but collectif. Bref, une reconquête de l'Afrique sur des récits qui ont souvent été déformés par les auteurs de crimes historiques. À l'instar du message du chef de l'État Florissos Mnanya Simbe, délivré par Madame le Premier ministre, le président Azali Assoumani de l'Union des îles Comores, en exercice de l'Union africaine, et Nana Addo Dankwa, président hôte de la République du Ghana, ont appelé à l'union sacrée, faisant la rétrospective de l'histoire du continent. Qu'elle fût transatlantique ou orientale, la traite négrière a causé des dommages irréversibles dans les populations africaines. Ce sont des millions d'Africains qui ont été arrachés de force à leur famille, à leur foyer, à leur culture, à leur langue, à leur histoire, ce qui a entraîné des conséquences incommensurables qui continuent d'affecter nos populations jusqu'aujourd'hui. Plus de 20 millions de victimes de l'esclavage, avec plus de 3 millions de déportés à travers plus de 36 000 voyages odieux. La colonisation qui a privé les pays africains de leurs ressources et entretenu la pauvreté sur le continent, avec des conséquences socio-économiques et psychologiques. La rencontre d'Accra fait alors un front uni pour avancer les politiques, stratégies et défis dans la mise en œuvre des réparations. Les participants ont 5 jours pour mener des réflexions à travers des panels. Au chapitre des élections maintenant, les échéances, vous le savez, sont toujours en préparation. Le fichier électoral vient d'être audité par l'Organisation internationale de la francophonie et c'est sur demande de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'exercice, les résultats ont fait l'objet d'un point de presse. Arnaud Kilifou. Face à la presse, les experts de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ont restitué les résultats de leur audit externe du fichier électoral de la CENI. Selon les résultats, le fichier ne souffre d'aucune irrégularité. Le processus de recensement répond aux normes nationales et internationales. L'OIF a déployé du 20 au 27 octobre 2023 à Lomé une équipe composée de 3 experts au profil suivant. Il y avait un informaticien, il y avait un juriste et il y avait toujours, dans ce genre d'exercice, un statisticien démographe. L'enjeu était de déterminer la conformité du fichier électoral togolais aux normes nationales et aux standards internationaux, en se fondant sur des critères d'inclusivité, d'exhaustivité, d'actualité, d'unicité, d'exactitude et de complétude des données des électeurs. En ce qui concerne le principe directeur, conformément à sa doctrine en la matière, l'OIF a recommandé à la CENI de mettre en place un comité ad hoc de suivi des travaux de l'audit. La CENI a mis en place ce comité, qui est ainsi composé de membres techniques, experts de l'OIF, de la CENI, et de membres observateurs, représentants des partis politiques, majorité parlementaire, opposition parlementaire et opposition extra-parlementaire et représentants de la société civile. Les experts de l'OIF ont alors travaillé tout au long de l'opération d'audit selon une approche de collaboration impliquant ces parties prenantes nationales. Ensuite, l'analyse des données des électeurs issues du recensement électoral biométrique de 2023 a été menée sur la base des termes de référence élaborés par les CENI et validés par les parties prenantes. Conformément à cet EDR et à l'agenda adopté, l'équipe d'experts et la CENI ont eu à effectuer des séances d'échange au siège de la CENI. Une visite des serveurs de données électorales, une démonstration de la fonctionnalité du kit et du logiciel d'enrôlement biométrique des électeurs, une descente sur le terrain, des analyses des dispositifs légaux, réglementaires et opérationnels, du dispositif informatique, des données des électeurs et des statistiques y découlant.
Le comité ad hoc s'est ensuite réuni pour échanger sur les observations préliminaires issues des analyses des experts et de leurs recommandations. Les experts ont également échangé le 27 octobre 2023 avec le ministre de l'Administration des Territoires, de la Décentralisation et du Développement des Territoires. J'insisterai sur le fait que les experts ont mené leurs activités en toute indépendance, en effectuant une analyse rigoureuse et objective du cadre juridique et opérationnel, du cadre technique et informatique et de la démographie électorale togolaise. Voilà brièvement rappeler le contexte et la méthodologie politique de l'audit mené par l'OIF. Le rapport final qui détaille ces éléments sera remis après cette restitution aux autorités de la CENI. Comme enseignement majeur, nous retenons que, après les vérifications et analyses menées, les experts ont délivré des conclusions rassurantes sur la qualité du fichier électoral togolais. Ceci, en termes de fiabilité, de l'opération de recensement des électeurs, de son caractère biométrique et de sa représentativité géographique et sociologique dans les 39 préfectures et 5 régions du pays. Ainsi, 53,80% de femmes inscrites contre 46,18% pour les hommes. À travers ces chiffres, le Togo s'illustre à travers ce fichier électoral comme un exemple d'inclusion et de participation politique des femmes. En somme, je peux dire au nom des experts que le fichier électoral togolais est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance. Je voudrais aussi préciser ce que le président de la CENI a dit, c'est qu'effectivement, les experts ont constaté, lors de l'analyse du fichier, qu'il n'y avait pas de doublon à signaler. C'est-à-dire qu'il y avait un travail préliminaire qui a été déjà fait. Pour terminer, je tiens au nom de la secrétaire générale à remercier les autorités togolaises d'avoir fait confiance à l'OIF, notre organisation commune, pour réaliser cette opération d'audit. Je dois vous avouer que dans le contexte actuel, au sein de l'espace francophone, cela relève du courage politique d'avoir choisi la voie de la transparence sur le fichier électoral en optant pour un audit international. C'est une opération que certains pays membres craignent, comme l'OIF a pu le constater récemment ailleurs. Le président de la CENI, Yago Dabré, s'est réjoui de l'aboutissement heureux de cette opération qui met en confiance la CENI dans l'organisation des prochaines élections. L'actualité, c'est aussi cette opération en SAT. Ça se passe à Koveto, dans le Vaud. Les paysans de ce village, vous vous rappelez, avaient bénéficié de crédits d'intrants agricoles. Eh bien, c'est l'heure de rembourser et en SAT, réception donc des tonnes de maïs récoltées sur place. L'opération, le récit, Marie-Thérèse Nabédé, Sandra Ziabé. Ces 32 tonnes de maïs sont le résultat obtenu après la récolte dans la zone d'aménagement agricole planifiée de Koveto, village situé à 15 km d'Akoumapé, préfecture de Vaud. Elle représente le recouvrement du prêt en intrants octroyé par le gouvernement à travers l'agence de transformation agricole au groupement agricole de 20 ZAP d'excellence. Ce projet vise l'autosuffisance alimentaire et veut également faire du Togo un pôle d'exportation des produits agricoles dans la sous-région. Ici, le directeur de l'Agence nationale de sécurité alimentaire et son staff échangent avec les agriculteurs. Nous avons été comblés de remarquer que les producteurs de la ZAP de Koveto ont fait un taux de réalisation de 100%. Je voudrais leur dire tout simplement bravo et félicitations. Mais ce qui est intéressant, ils nous ont fait une annonce d'une offre de vente de 60 tonnes de maïs d'une valeur de 11 400 000 francs. Et nous sommes venus définir les contours qui vont nous permettre de venir acheter les 60 tonnes et avec la mise à leur disposition de 11 400 000 francs sur leur compte qu'ils ont
ouvert. Ce remboursement total, c'est un événement assez spécial parce que cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Cela est le fruit de la politique du chef de l'État en créant l'Agence de transformation agricole pour que l'agriculture soit aujourd'hui faite autrement. Ces producteurs agricoles promettent la production des 60 tonnes de maïs dans les prochains mois pour le compte de l'ANSAT. On remercie le président de la République pour ses efforts. Nous avons encore 60 tonnes que nous allons revendre. Nous voulons que d'autres efforts se fassent à notre égard pour que les années prochaines, la récolte soit bonne. Koveto est la deuxième localité après le village d'Agneron à recouvrer en totalité le crédit accordé par l'Agence de transformation agricole aux 20 zones d'aménagement agricole planifiées. Autre sujet évoqué dans l'édition de ce soir, la semaine d'études. La première édition, c'est à l'école polytechnique de Lomé. En toile de fond, une question: quel rôle jouent les mathématiques dans les entreprises? Question qui alimente les échanges sur place. Giata Ratel. Une première à l'école polytechnique de Lomé, la SEM, entendez, la semaine d'études mathématiques entreprises. Elle vise à créer des échanges entre les milieux industriels et le monde académique par le biais d'une semaine de travail sur des problèmes posés par des industriels et qui nécessitent des approches mathématiques innovantes ou appliquées. Il y a des événements tout au long de l'année qui vont se dérouler. On a là la première SEM qui se déroule, qui est une première sur le continent. Ça fait 50 ans que ce programme existe. Il a démarré en Angleterre, puis en Europe et autres. Et c'est une première sur le continent. C'est à l'école polytechnique que ça se passe. Et tous les ans, il y aura cette organisation. L'objectif sur 5 années, c'est d'accompagner effectivement l'émergence de l'école polytechnique et l'université de Lomé par la mise en place de nouveaux parcours en informatique et système. Il y a Big Data et logistique et transport, niveau licence, niveau master, et 10 thèses pour former la relève des enseignants et des futurs chercheurs pour le pays. Mais outre ces programmes très ambitieux, qui se font en codiplôme. Les doctorants sur le projet PAU Impact et 10 autres étudiants en Master 2 à l'école polytechnique de Lomé constitueront 4 équipes de 5 qui proposeront des pistes de solutions aux problèmes posés à travers des sujets. Entre autres sujets, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser des images de culture et détecter de manière précoce les signes de maladie ou de nuisibles, l'optimisation des coûts de maintenance du réseau électrique de la CET, la conception d'un dispositif de jauge numérique des volumes de produits pétroliers stockés dans les cuves enterrées et le développement d'une plateforme interactive de géolocalisation et de gestion intelligente d'un réseau de stations solaires de recharge de véhicules électriques à l'échelle nationale au Togo. L'organisation de cette SEM cette semaine permet à l'école polytechnique, comme déclaré depuis sa création en 2021, de se rapprocher véritablement des entreprises parce que nous formons pour les entreprises. Et nous sommes dans ce mariage-là, gagnant-gagnant, pour participer au terme de la 3e fonction de l'université, le service à la communauté pour le développement socio-économique. Ensuite, ça permet aux étudiants de s'immerger déjà dans leur travail de demain, en travaillant sur les problématiques entreprises, en étant coachés par leurs enseignants et les entreprises. Les étudiants gagnent déjà en mettant un pied dans cette réalité. Ces équipes encadrées par 2 coachs, un du cadre académique et l'autre de l'entreprise porteuse de la problématique, travailleront sur les sujets. Un jury écoutera les conclusions de chaque équipe, puis sélectionnera la démarche la plus pertinente. Attention, vigilance, ils se font passer pour des agents de la LONATO, la Loterie nationale togolaise. Leur spécialité, l'exploitation clandestine des jeux de hasard appelés Bibi sous-marin. 11 individus viennent d'être interpellés. Gisèle Kozona. Ils ont été surpris ce lundi en pleine activité clandestine de paris des jeux de la Loterie nationale togolaise. Sous-marin ou Bibi, ils l'appellent. 11 différents faux kiosques tenus par ces 11 faussaires dans les quartiers Zanguera, Amadahome, Segbedouane et Adetikopé. Sur les lieux,
la police a découvert et saisi des faux carnets de coupons utilisés. L'acte étant puni par la loi, ces personnes se livrant à l'exploitation clandestine des jeux de hasard encourent d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Je vous l'annonçais également dans les titres, l'événement est très attendu et c'est dans maintenant moins d'une semaine. La foire Togo 2000 va ouvrir ses stands. On va en parler dans un instant avec son directeur général, Alexandre de Souza, notre invité. Mais d'abord, image des derniers préparatifs, un reportage de Mauko Arianor, Norbert Agbedanou avec Sandra Ziagui. En moins d'une semaine de l'édition 2023 de la Foire internationale de Lomé, le site est déjà en ébullition. Les travaux d'installation de stands et de différentes salles réservées aux participants sont en réaménagement. Tout se passe bien. Tous les prestataires ont presque fini. Le site est prêt à 80%. Opérateurs économiques, entrepreneurs, partenaires techniques ou sponsors, chacun en ce qui le concerne se prépare pour ce rendez-vous d'affaires. Je suis là pour voir comment se passent les préparatifs. Pour le moment, on est toujours au niveau de l'installation. Bientôt, on va commencer à ramener les trucs. Nous sommes co-organisateurs en tant que sponsor officiel. Et à 5 jours de l'événement, nous devons d'être là pour voir les installations, d'autant plus que nous faisons la commercialisation des produits télécoms. Placé sous le thème « Connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux », cette édition vise à donner aux participants l'occasion de s'interroger sur les actions à entreprendre pour renforcer le marché togolais. Le site est prêt pour accueillir d'abord les exposants, les visiteurs de toute la ville de Lomé et des environs pour le 22 novembre prochain. Cette édition, on voudrait un peu plus améliorer la qualité. Nous avons parlé de dispositifs mis en place pour un meilleur parcours client, un meilleur parcours visiteur. Et nous avons plusieurs innovations que vous allez découvrir sur le site. C'est la foire de tous les Togolais et c'est la foire de toutes les opportunités. Nous avons des places aménagées pour tout type d'entrepreneurs, pour des jeunes, pour les produits locaux également. La foire internationale de Lomé se veut une plateforme idéale pour les participants d'établir des partenariats B2B. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs sont attendus à ce grand rendez-vous. Alors avec nous sur ce plateau et en direct, le directeur général de CTF Togo, M. Alexandre de Souza. Bonsoir M. Alexandre. Bonsoir. Monsieur de Souza. Alors nous le disions, cette foire, elle est très attendue. C'est votre première à vous, en tant que directeur donc, de cette foire. À quelques jours maintenant, c'est mercredi prochain, de l'ouverture des stands, quel est l'état des lieux? Dans quel état d'esprit vous-même vous trouvez? Êtes-vous anxieux, serein? C'est en effet ma première fois. Donc j'ai hâte de découvrir, tout comme vous, ce qu'elle sera. Ceci dit, je me réjouis de l'état d'avancement des travaux d'aménagement du site et de l'organisation, parce que toutes les parties prenantes ont mis les bouchées doubles pour arriver à être prêts. Et nos équipes internes également s'activent tous les jours pour que la foire soit une belle foire. Donc à ce moment précis, je puis vous dire que la 18e foire se tiendra, la 18e édition, cette foire se tiendra bel et bien du 22 novembre au 3 décembre 2023. Mercredi prochain à l'ouverture. Mercredi prochain, et dans de meilleures conditions. Bien, justement, vous disiez lors d'une rencontre, une récente rencontre avec la presse, vous annonciez un événement hors norme. Alors, qu'est-ce qui va concrètement changer? Vous parliez d'innovation tout à l'heure dans le sujet. Qu'est-ce qui change? Il va y avoir de la nouveauté et les visiteurs pourront constater dès l'entrée du site les aménagements qui ont été faits, à commencer par les parkings. Il y aura suffisamment de parking pour que tout un chacun puisse librement et agréablement se garer et participer à cet événement. Nous avons facilité également l'entrée des clients, des visiteurs, surtout au niveau de la billetterie. Nous avons mis en place plusieurs opérateurs, applications où on peut préacheter ses billets, ceci pour éviter de longues queues que les visiteurs redoutent aux abords de la foire.
Donc ça va faciliter, ils rentreront plus facilement. Et puis des guides pour des visites d'entreprise également. Nous avons tellement d'autres innovations. Nous avons à l'intérieur une innovation dont nous allons parler lors de la foire, l'inauguration, ce que nous appelons un Togo Mall. C'est une boutique essentiellement dédiée aux produits locaux, mais qui sera une boutique permanente sur le site. Ce n'est pas seulement pendant la foire. Après la foire, la boutique subsistera. Et puis, bien entendu, nous avons toujours le village artisanal et d'autres innovations à découvrir sur place. Vous parliez plus des visiteurs avec le parking, les innovations. Qu'en est-il des opérateurs économiques? Ceux du Togo, bien sûr, mais les autres viendront d'où? Nous en avons plusieurs. Comme chaque année, le Togo reçoit plusieurs opérateurs du monde entier. Et donc, nous avons les mêmes stats que sur les années précédentes, autour d'une vingtaine, 20 à 25 opérateurs d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des autres parties du monde. On est jeudi aujourd'hui, on a encore quelques jours devant nous pour l'ouverture donc, de cette foire. Que diriez-vous ce soir pour mobiliser davantage opérateurs économiques, visiteurs, pour la réussite de cette foire? Quel est votre message? Vous savez, la foire internationale de Lomé fait partie du patrimoine national. Et nous convions donc les visiteurs à ce que nous appelons le patriotisme économique. Et donc, nous demandons aux fonctionnaires, aux salariés, aux employés du secteur privé, même informel, à tout le peuple togolais de se mobiliser pour la réussite de cette foire. Il faut participer. Si nous voulons que le commerce prospère chez nous, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est notre propre affaire. Donc, il faut qu'on en fasse notre affaire. Et donc, c'est un engagement que j'appelle l'ensemble de la population, qu'ils soient opérateurs ou visiteurs, tout simplement. Et donc, je souhaite à tous, aux opérateurs, aux visiteurs, une très bonne foire 2023 et que ça apporte de belles affaires au Togo et au monde entier. Merci beaucoup, M. Alexandre de Souza, directeur général de la foire Togo 2000. Merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, on va terminer sur ces images de remise de kits alimentaires au centre Saint-Augustin. Le donateur, c'est la BOAD. Les pensionnaires de ce centre se montrent reconnaissants. Vous allez le voir dans le reportage de Marie-Ange Bida. À l'entrée du centre, une plaque presque illisible interpelle en silence. Le centre polyvalent Saint-Augustin a besoin d'aide. Une sollicitation à laquelle répond prestement la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, qui vient en appui avec des kits alimentaires. Ils sont accueillis au son de la flûte par la petite Grâce et ses camarades. Malvoyants ou aveugles sont les pensionnaires du CPSA. Encore hésitants, avec leurs mots d'enfant, ils expriment leur gratitude. Je me sens très content. Je voudrais remercier la BOAD de nous avoir donné ce merveilleux cadeau. Cette joie exprimée, bien plus qu'une récompense, est un réconfort pour la BOAD de savoir ses enfants à l'abri du besoin. L'institution accorde une attention particulière aux personnes défavorisées. Le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement est très sensible à la cause des couches vulnérables. Il a instruit d'apporter l'appui de la banque à ce centre. Cela participe de la responsabilité sociale de notre institution. Mais c'est également pour nous notre manière de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en matière d'action citoyenne. Des vivres, mais pas que. Le CPSA aura également une nouvelle clôture dans quelques mois. Les responsables reconnaissant vis-à-vis de cet acte de générosité. La BOAD nous a redonné l'espoir puisque nous sommes vraiment à un moment très difficile. Nous connaissons un peu la vie, la cherté de la vie actuelle. Et nourrir des dizaines d'enfants matin, midi, soir, ce n'est pas chose aisée. La BOAD est dans la fièvre de la célébration de ses 50 années d'existence. Un anniversaire célébré avec les plus nécessiteux.
Et avant de refermer cette édition, sachez que AFIS saison 2, eh bien c'est fini, c'est fini. Nous avons évoqué quelques aspects dans cette édition, d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Nos reporters sont toujours en cabine de montage. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et notamment à Keveto dans le Vaud. Et c'est comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.